Donc je tombe mon masque pour pouvoir vous parler quand même un petit peu plus cinématographiquement. Et bienvenue à toutes et à tous qui nous regardez pour cette séance du soir de discussion après le film du jour, donc qui est donc Thilo Koto et qui est donc passé à partir de 16h, je crois, cet après-midi, et que vous pouvez encore voir par la suite encore, je ne sais plus combien de temps. Jusqu'à dimanche soir, voilà. Donc ne tardez pas parce que c'est un peu court pour pouvoir le voir. Et en tout cas, restez avec nous parce que je crois que cette discussion va être intéressante. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous donc Sophie Bachelier, qui est une des deux réalisatrices du film, on reviendra sur ce sujet, et puis également le personnage principal du film, on va dire, qui est donc Yankou Babaji, et qui est celui à qui arrivent toutes ces aventures, et qui va pouvoir nous parler aussi encore plus concrètement à la fois du vécu, mais aussi du vécu du film, quelque part. Sophie, on va dire, c'est presque une trilogie, hein, c'est votre troisième film qui parle d'errance, qui parle d'immigration, qui parle d'exil, qui parle de traces. Et vous aviez démarré avec Make Me, hein, donc le souffle de l'océan, qui était une parole face caméra, comme ça, de mer, comme ça, dont les fils sont partis. Un film en noir et blanc qui était extrêmement saisissant et qui était vraiment sur quelque chose qu'on voyait pas beaucoup. On voyait beaucoup les histoires d'immigration, les histoires de voyage, l'arrivée, mais très peu en fait les gens qui restent, et notamment les mères. Et donc c'était un témoignage qui me paraissait extrêmement important. Et puis un deuxième film que vous avez réalisé donc en Tunisie avec les réfugiés de Libye, qui étaient ceux qui restaient après tous ces réfugiés qu'on a vus, par exemple, dans un film comme Babylone, etc. C'est-à-dire qui étaient dans cette situation des gens dont on ne sait plus quoi faire et qui, eux, même savent plus quoi faire. Hein. Et Dieu sait s'il y en a dans le monde. Hein, il y en a même 27 millions dans des camps, quoi. Et donc, ce film qui s'appelle Choucha, une insondable indifférence, avec un titre comme ça, c'est déjà fort, et qui donc était sur les 700 réfugiés de Libye sans papier, qui se retrouvaient donc dans le sud tunisien, et qui étaient tout simplement des familles prises au piège. Et là, vous l'avez co-réalisé avec Djibril Diallo. Et c'est intéressant parce que souvent, vous co-réalisez vos films, et là, donc pour le film qu'on vient de voir, eh bien, vous avez co-réalisé avec Valérie Malek. Peut-être nous dire comment s'est passée cette rencontre, comment vous avez travaillé ensemble, pourquoi cette démarche de partager comme ça la réalisation, ce qui n'est pas toujours une chose évidente. C'est vrai, d'ailleurs, Valérie aurait pu être avec nous ce soir. Malheureusement, elle habite un peu loin en Bretagne, et puis avec le contexte actuel de la Covid, c'était compliqué. Donc Valérie, je ne sais pas si elle nous regarde, mais si elle nous regarde... Bonjour à Valérie. Bonjour à Valérie. Et oui, Valérie, ça a été une très belle rencontre au Festival de Gabès en 2016 ou 2017, en tout cas, avant le film forcément. Elle passait son très beau film
Dans tes yeux, un autre monde. Et moi, je passais Choucha à Gabès. Nos deux films avaient été sélectionnés. On s'est retrouvés par hasard dans la même chambre et pendant 15 jours, ça crée des liens. Dans tes yeux, un autre monde était sur un camp palestinien, c'est ça? Un camp palestinien, tout à fait. Très beau film, très sensible. Et sur le portrait d'une jeune architecte. Et ça nous a donné envie, en fait. On s'est dit, bon, si on y arrive, un jour, on fera un film ensemble. Et c'est arrivé parce que, justement, un jour, le directeur du Croissant Rouge de la région de Médénine, que j'avais rencontré lors du tournage de Choucha, est passé à Paris, à la maison. Il est venu boire un thé avec moi. Il m'a dit, écoute Sophie, ce qui se passe actuellement en Libye est de pire en pire. Il faut que tu débrouilles-toi, mais il faut que vous reveniez, que tu reviennes filmer ces témoignages. Et j'ai tout de suite appelé Valérie pour lui dire, alors, on y va? Et elle m'a dit, bon, on y va. Et en août donc 2017, on s'est retrouvés, Valérie et moi-même, à Médénine, et c'est là où on a rencontré au centre Al-Hamdi, qui était donc géré par le Croissant Rouge, on a rencontré Yankouba, parmi beaucoup d'autres hommes et femmes qui avaient tenté la traversée de la Méditerranée et qui se retrouvaient là, coincés. Ils avaient été récupérés par la marine nationale tunisienne dans les eaux internationales. Il nous racontera ça sûrement. Et au lieu de se retrouver en Italie, ils se sont retrouvés à la case départ, quasiment, puisque, en Tunisie. Alors, on a avec nous Tahar Chiraoui, qui est lui-même tunisien, donc qui est un premier chef aussi concerné par les questions des réfugiés dans le sud tunisien, parce que c'est quand même quelque chose qui a été très fort dans le pays, et justement depuis l'époque de la Révolution, et qui pourra nous intervenir donc dans le débat quand tu veux, Tahar, bien sûr. Et peut-être passer tout de suite la parole à Yankouba, avant de vous la redonner, sur la question de la co-réalisation, mais peut-être, puisqu'on parle de cette rencontre, comment ça s'est passé pour vous, comment vous l'avez vécu, et cette femme tout d'un coup qui déboule là, avec son idée. C'est deux femmes. C'est deux femmes en plus. Oui, en fait, c'était passionnant parce que moi, d'habitude, dans le centre Al-Hamdi, à Médine, dans le sud de la Tunisie, je sortais quasiment pas de ma chambre. Je restais toujours dans ma chambre. Et j'arrive à descendre pendant la soirée pour aller jouer au foot en bas, juste dans la cour. On a juste une petite, quelques mètres carrés. C'est là où on faisait nos petits sports et tout ça. Donc, au premier soir, moi, je suis descendu dans la cour pour jouer au foot. Ils étaient elle et Valérie Malek. Et moi, j'avais demandé à un frère sénégalais, j'ai dit, vous avez encore des journalistes dans la cour avec notre langue sénégalaise. Il m'a dit, non, c'est pas mes étrangers, ils sont venus pour prendre des témoignages et tout ça. J'ai dit, tant mieux pour vous. Nous, on va jouer au foot, on a pris, on ne veut plus témoigner. Tout ce qu'on a témoigné, ça suffit. Comme le monde ne nous entend pas, donc c'est pas la peine de continuer à témoigner. Donc, vous l'aviez beaucoup fait, il y avait beaucoup de journalistes qui étaient venus et tout ça. Oui. Il y avait au départ, depuis qu'on est arrivé dans ce centre-là, qu'on devait se retrouver en Italie, malgré les conditions, on nous a refoulés jusqu'en Tunisie. Et après, il y a des journalistes qui viennent un peu partout. Et il y avait même la télévision Arte qui était là, parce que notre pirogue, notre Zodiac, on est resté 3 jours, 4e jour qu'on est sorti dans la Méditerranée, qui n'est pas fait pour des Zodiacs. Normalement, c'est au bout de 48 heures, il ne tient plus. Et vu que nous, on est resté pendant 3 jours, nuit et jour, dans la Méditerranée avec la tempête et tout ça.
et que dans notre bateau, on a eu qu'une seule décès. Mais cette fille aussi, elle était gravement malade avant. Mais sans cela, tout le reste est sorti vivant. Et c'était passionnant. Pour le directeur de ce centre, Moses Slim. Et du coup, voilà, à un moment donné, moi, je ne voulais plus faire de témoignages. Et le lendemain encore, j'étais dans ma chambre. Je disais, bon, je vais aller voir mon copain malien au 2e étage, comme nous, on était au 3e étage. J'arrive dans sa chambre, je trouve Sophie et Valérie encore qui continuent à prendre des témoignages des autres. Je dis, ah bah, nous on était à côté et puis on discutait autre chose. Ils sont là à faire leur affaire. À un moment donné, je ne sais pas si c'était elle ou Valérie qui m'ont demandé, bah, monsieur, tu ne veux pas témoigner toi aussi? Je dis, non, non, moi, franchement, là, j'en ai tellement fait de témoignages. Il y en a même des journalistes qui sont venus, qui ont fait des témoignages sur moi, que j'avais dit, non, je ne voulais pas que vous mettez mon nom réel dans votre article, et qui n'ont pas respecté ma voix, qui sont arrivés en Europe. Ils ont fait l'article sur moi et ça m'a beaucoup choqué après. Du coup, j'ai dit, mais il n'y a pas de souci, ça serait la dernière fois, mais je ne le ferai plus. Voilà. Et Sophie, vous saviez que Yankuba faisait de la peinture? Pas du tout. Alors, du tout, ouais. l'histoire de la peinture, c'est une histoire assez extraordinaire parce que quand Valérie et moi, on a fait tous ces entretiens, on a demandé à Yankuba, on lui a dit, mais tiens, on revient en novembre, dans 3 mois, parce que Valérie ne pouvait pas revenir avant, elle avait un boulot entre deux, donc on était coincés pendant 3 mois. Et on lui a dit, écoute, qu'est-ce que tu veux qu'on te ramène de France ? Et il nous a dit spontanément comme ça, des tubes de peinture à l'huile et des pinceaux. Et on lui a dit OK. Et quand en novembre on est revenu, j'étais passée chez plein de copines peintres qui m'avaient donné plein de tubes de peinture à l'huile, de beaux pinceaux. On avait acheté de la toile, des cadres et tout. On lui a amené ça. Mais on a tourné pendant 1 mois. On a tellement tourné tous les jours. On était 10 heures par jour en tournage, si bien qu'il n'a pas eu le temps de peindre une seconde. Et on n'a pas vu ce qu'il faisait. C'est après qu'il nous a envoyé par WhatsApp, il a commencé à nous envoyer des petites étoiles, enfin ce qui peignait et tout. Et je me suis dit, là, on est en train de rater quelque chose. Et moi, je suis retournée. Alors Valérie ne pouvait pas non plus à ce moment-là, elle était prise, mais moi, je suis retournée et voilà, j'ai filmé Yankuba en train de peindre. Si je peux me permettre une question, est-ce que ce désir de peindre est lié à ce que tu disais tout à l'heure, cette décision de ne plus communiquer, de parler, de témoigner par la parole? Non? Bon, en fait, c'est pas ça, parce que moi, j'ai décidé à un moment donné de ne plus faire des témoignages, parce que à un moment donné, je me suis posé beaucoup de questions. Je dis, chaque fois, c'est l'Occident qui vient pour prendre des témoignages. Mais où est l'Afrique? Et on est toujours en Afrique. C'est comme ça les intéresse pas. Je dis, ces choses qui se passent, ça se passe pas en Europe, ça se passe en Afrique. Et il y a des médias en Afrique, c'est comme si ces médias-là, ça les intéresse pas. Ce qui se passe, comment leurs enfants sont en train de vivre dans le territoire des autres. Bon, moi, c'était ça le but. Et la peinture, c'était une passion que j'ai beaucoup aimée depuis lorsque j'étais tout petit. Mais vu que je viens d'une famille très, très musulmane et tout ça, ma grand-mère, elle imposait sa foi de dire que non. C'était pas bien pour un musulman de faire des personnages, de représenter des âmes, en fait. Et du coup, lorsque j'ai commencé mon péril, mon voyage, la traversée du désert et de la Méditerranée, tout ça,
là où j'ai commencé mes premières œuvres à faire sur les murs des prisons de la Libye, c'était à Gadroun, à la frontière libyenne, à rentrer. Parce que là-bas, on est rentré. En fait, ils nous demandaient nos passeports. Et tout de suite, nous, on a compris le fait de donner des passeports, on connaît déjà ton identité, on connaît de quel pays tu viens, et mieux tu seras bien raquetté. Et du coup, j'ai commencé à faire des croquis sur les murs dans la prison qu'on était, parce qu'on a passé 2 jours là-bas à Gadoun dans une prison, soi-disant des prisons, c'est des prisons des bandits. Et là, moi, j'ai commencé à écrire sur les murs comme je parle anglais, je parle français, je parle autre langue. J'ai commencé à écrire. Si vous êtes arrivés ici, frères et sœurs, si on vous demande vos passeports, ne les laissez pas. Laissez pas vos passeports, donnez pas vos origines. Comme ça, vous êtes en sécurité. Mais si vous donnez votre passeport, vous n'êtes pas en sécurité. Et c'est comme ça que j'ai continué. Partout, je suis passé à Libye, j'ai laissé des croquis, j'ai laissé des messages sur les murs, dans des prisons ou dans des prisons à ciel ouvert. Parce qu'on n'était jamais en liberté. Parce que c'est vrai que par rapport à tes peintures, on se pose toujours la question, et c'est peut-être d'ailleurs les deux choses à la fois, mais si c'est davantage une œuvre de prévention, ce que tu sembles un petit peu dire là dans le fait de raconter, enfin de prévenir les gens, ou bien est-ce que c'est une façon pour soi-même, comme un exutoire par rapport à un vécu, et de pouvoir arriver à le dominer soi-même, quoi, à l'intégrer psychologiquement, quoi. Le micro un petit peu moins près parce que ça chuchote un peu sinon. Plus bas, ouais. Plus bas. Ouais. Voilà. En fait, pour moi, la peinture, comme c'était ma passion, et j'ai vécu les faits. Je ne suis pas musicien. Il y en a des musiciens qui ont fait le même voyage comme moi, qui ont chanté, qui ont montré leur colère, qui ont récité leur parcours à travers de la musique. Donc, comme moi, l'art était une passion de moi, et je me suis dit, peut-être il est temps aussi pour que moi, je représente aussi mon présent et mon passé, tout ce que j'ai vécu à Libye. Donc, c'était une autre forme d'alerter, de partager avec le reste de ma jeunesse qui sont concernés forcément, de les prévenir comme je l'ai toujours fait. Voilà. Donc, pour moi, c'était ça aussi, la peinture. Ouais. Pour répondre aussi à ta question, moi, ce que j'ai senti aussi, c'est qu'à un moment donné, Yankuba avait du mal avec les mots. C'était difficile, hein, et je me souviens d'un appel téléphonique où tu nous as dit que tu pouvais aussi nous raconter ton histoire avec la peinture. Voilà. Oui, en fait, ce qui est vrai, c'est que parfois, on n'arrive pas à tout dire. Parce qu'il y a des choses qui sont horribles. Même en expliquant, c'est très horrible ce qui se passe à Libye. Et vu que moi, j'ai fait la Libye, et je me suis retrouvé en Tunisie, et j'ai vu pareil, ce qui se passait en Libye, et ce qui se passait en Tunisie, c'était comme des frères et des sœurs. C'est que l'autre frère, il a eu des problèmes. Il y a la guerre, c'est lui. C'est chaotique. Il n'y a plus de loi. Et les gens, ils profitent de cette chaos pour semer la terreur sur les autres. Mais en Tunisie, il n'y a pas de guerre. Mais même ça, on n'a pas notre place. On n'a pas notre dignité sur notre propre continent. Et alors, du coup, c'était juste impossible parfois pour dire les mots parce que tellement c'est choquant.
qu'on n'arrive pas à parler les mots. C'est bien de les sentir, si tu peux. C'est bien de laisser ta colère sur des toiles, si tu peux. Donc, moi, ma manière de laisser ma colère, pour ne pas crier sur l'oreille des autres, je fais mon tableau, je laisse ma colère là-bas. Tout ce que j'ai à dire, je le dis sur mon tableau. C'est aussi une autre façon de raconter son propre histoire. On parlait de Valérie Malek, c'est quelqu'un qui a également un lien avec les arts plastiques d'une façon assez nette. Peut-être nous en parler un peu, parce que ça c'est en écho quelque part, quoi, hein, je veux dire, par rapport au parcours de Yankuba. Oui, tout à fait. Valérie travaille aussi comme artiste visuelle. Elle crée des vidéos qu'elle expose dans des galeries, dans des lieux d'art. Et je pense qu'on s'est bien entendu toutes les deux aussi sur dès qu'on a saisi en fait le message que Yankuba voulait faire passer à travers ses toiles. On a toutes les deux été en phase par rapport à ça, de nous dire que vraiment c'était comme un cadeau du ciel pour le film, parce que même nous, à un moment donné, j'avoue que lui, il n'en pouvait plus de raconter à chaque fois la même histoire, et nous, on n'en pouvait plus non plus d'entendre toute cette violence, toute cette dureté qu'on a entendue avec lui et qu'on a entendue avec les autres. Et qu'à un moment donné, on se demande comment ça va être restitué par rapport au film. Et le fait que Yankuba un jour nous dise, ben voilà, moi je peux aussi vous raconter mon voyage avec mes peintures, et ça a été comme un souffle en fait pour le film. Et comment vous avez procédé alors, je veux dire, en termes de pensée du film comme ça, avec Yankuba, puisque ça fait finalement un trio, quoi, hein, qui travaille sur la question de s'adresser à un spectateur et de pouvoir faire comprendre tous les enjeux qu'il y a à travers tout ça. Avec Valérie, on s'est, au départ, quand on a commencé l'écriture du film, même avant d'aller au centre de Medellín, mais surtout au retour, quand on avait, enfin non, avant d'y aller, pardon, on avait l'idée de faire plusieurs interviews, plusieurs entretiens, comme un petit peu j'avais fait sur Mbuk Me. Et puis très vite, ça s'est concentré dès qu'on est rentré en France, qu'on a visionné les rushs. On a fait un entretien très court avec Yankuba. Ça a duré quoi, deux fois 20, enfin quand même 40 minutes, mais d'une traite comme ça. Et tout de suite, il nous est apparu évident que ça serait intéressant de faire le portrait d'un seul personnage avec d'autres personnages autour, mais quand même d'axer la narration sur son parcours à lui. Oui, les autres sont ses amis, quoi. Voilà. Parce que c'est vrai que ce qui nous a beaucoup touché dans son témoignage, d'abord, c'est sa profondeur, et c'est aussi le fait qu'il parlait des choses, comment dire, d'une manière... enfin, il n'y avait pas de... On avait l'impression qu'il n'y avait pas de déni, il n'y avait pas de non-dit. Il y avait beaucoup de colère aussi en lui par rapport à l'implication des passeurs qui collaborent en fait avec les mafias libyennes. Et chez les autres, on n'avait pas ce récit-là. Donc le récit de Yankuba nous a semblé plus complet, plus réel en fait. Plus réel, et on s'est beaucoup téléphoné par WhatsApp après, parce que il y avait beaucoup de choses qu'on voulait éclaircir. Je me souviens d'une fois où Valérie et moi on était dans un jardin, et on s'est appelé presque toute l'après-midi sur WhatsApp. On avait décrypté l'entretien, et il y avait plein de points qu'on voulait éclaircir pour comprendre vraiment son récit. Et
et voilà, puis on a fini par s'attacher à son récit et à se focaliser là-dessus. Et quand on est arrivé en novembre, on savait qu'on allait faire le film avec Yankuba, mais on n'était pas sûr qu'il nous attende, parce que lui, il avait déjà projeté de partir par le Maroc, et il nous a attendus. Il nous a attendus. Et c'est pour ça qu'on n'a pas pu, à ce moment-là, nous, trouver de producteur. C'était très compliqué. Il fallait qu'on parte parce que lui ne pouvait pas nous attendre plus de 3 mois. Enfin, c'était juste impossible pour lui de continuer cette attente en Tunisie sans pouvoir faire grand-chose. C'était compliqué là-bas dans le centre. C'était très compliqué. Et ce qui est étonnant, alors la question, je vous la pose à tous les deux, c'est qu'à un moment donné, tu devenais presque toi-même journaliste, parce que tu poses à l'un des migrants des questions. Tu lui dis exactement comme s'il relayait votre travail. Oui. Ça venait de lui ou de... Non, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement. En fait, moi, j'avais envie et Valérie et moi, on avait envie de situations qui étaient des situations normales, où quand il allait au centre, il parlait avec ses amis et on essayait, mais Yankuba, il a très très vite compris. En fait, il s'est approprié le film comme un objet il a vite compris que finalement, ça serait quelque chose qui lui servirait comme objet de transmission aussi. Donc, il s'est investi complètement dans ce film, c'est vrai, et il a été quasiment à la réalisation en même temps que nous, c'est-à-dire que on se disait, bon, aujourd'hui, on va faire une séquence avec les amis, et puis voilà, c'est lui qui menait l'entretien, finalement, qui dirigeait l'entretien avec les camarades, parce qu'il savait que nous, on avait besoin de certaines choses, on avait besoin de raconter certaines séquences, certains passages de son parcours, et donc il les amenait aussi à raconter ça. Mais en gros, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, les gens avaient besoin de parler aussi. Ils étaient, enfin pour ceux qui étaient d'accord, en tout cas, c'était comme un besoin très très profond de raconter et de laisser une trace. C'est marrant parce qu'on avait un peu la même question. Je voulais un peu poser la même question parce que vous parliez des réels tout à l'heure. Alors c'est vrai que le documentaire c'est le cinéma du réel, mais en même temps, dans votre film, comme dans plein de documentaires d'ailleurs, il y a un réel qui est mis en scène quelque part. C'est-à-dire que, par exemple, le passage où Yankuba discute avec le gars qui ramasse les olives avec lui, qui est son patron ou le fils du patron. Hein. C'était un ouvrier aussi. C'était un ouvrier aussi, oui, d'accord. Oui. Et voilà, là on sent que il y a de la mise en scène. Là, on propose de mettre la caméra au milieu, quoi, et de parler même éventuellement de tel ou tel sujet ou je ne sais quoi. Enfin, en tout cas, on les laisse libres, mais voilà. C'est-à-dire que on dirait que c'est la réalité et que le réel, il est, si on arrivait à saisir ça sur le vif, mais on peut pas saisir sur le vif ce qu'on peut pas capter immédiatement. Et donc, comme c'est intéressant, on va le remettre en scène. C'est ça un petit peu qui fait que dans le documentaire, on est quand même dans la fiction quelque part, puisqu'on va demander aux gens qui sont des personnages réels de jouer un rôle, de jouer leur propre rôle. Et ça, vous avez ça très fort aussi dans la conversation avec votre mère, parce que qui est un moment extrêmement fort dans le film, hein, quand vous êtes en train de dire mais qu'est-ce que ça te ferait si je repartais? Et elle dit cette phrase terrible, hein, qui est de soit je mourrai, soit je deviendrai folle. Ouais. Et ça c'est quand même c'est d'une force extraordinaire, quoi. Et ça on sent bien que c'est bon, il n'y a pas une caméra devant une conversation comme ça, elle n'est pas là, quoi. Donc il faut la remettre, hein, quelque part. Alors, ce qui est message, c'est une question que je pourrais poser à Yankuba maintenant. En fait, est-ce que vous aviez déjà parlé de cette manière-là? Parce que, en fait, nous, on n'a absolument rien dit à Yankuba. On lui a pas dit, voilà, on voudrait que tu parles de ça avec ta maman, mais on savait que il y avait des choses importantes. Ils avaient des choses importantes à se dire. Et on a choisi juste le lieu
le positionnement, leur position, la position des caméras, et on leur a laissé carte blanche. Alors, Yacouba. En fait, moi, ma maman, même depuis que je suis retourné au Sénégal, si des amis viennent chez moi, j'essaie de les raconter un peu mon histoire, ce que j'ai vécu en Libye et la Tunisie. Et elle pleurait tout le temps. Donc, à un certain moment, moi, j'ai commencé à arrêter de parler avec des amis sur mon récit parce qu'elle n'arrêtait pas à pleurer. Et je me souviens bien, mon retour volontaire au Sénégal, c'était une très bonne choix parce que je l'ai trouvé dans un état, franchement, si personne m'avait dit ça il y avait des années avant de partir, voilà, je ne prendrais jamais cette décision de prendre cette route. Parce que vu que déjà, moi, on l'a annoncé 3 fois à la suite, mon décès, je ne suis plus vivant. Et qu'elle avait déjà deux derrière. Et qu'elle avait déjà 2 frères qui sont morts sur ce chemin, sont restés dans la Méditerranée. Et du coup, arrivé au Sénégal, j'ai trouvé ma maman dans un état pas possible. Et le fait qu'elle m'a revu, c'était une grande joie pour elle. Voilà, son fils, même s'il n'est pas arrivé à sa destination, parce que voilà, je ne l'ai jamais dit, maman, je prends cette route, je l'ai pris, c'était ma décision perso. Et voilà, je pense que j'ai fait beaucoup de mal à mon maman, le fait de partir. Beaucoup de bien aussi en revenant. Oui, Ouais. oui, beaucoup de bien en revenant. Ouais. Parce que quand même, ce film a une positivité extraordinaire. Je veux dire, le fait que vous reveniez. J'ai regardé, c'est à 41 minutes dans le film. Tout d'un coup, on revient. On est sur le fleuve. Voilà, on est sur le fleuve, on revient en Casamance. C'est-à-dire, c'est à la moitié, à peu près, du film, un petit peu avant. Et tout ce passage qui est se coltiner à la fois les pluies, le travail de la terre, la maman, de la prendre un peu en charge, et de mettre en place tout ce travail, donc de lancer un projet, essayer de donner de l'espoir et surtout d'encourager les jeunes à autre chose que d'aller partir ailleurs, c'est-à-dire d'aller vers un Eldorado donc vous savez très bien ce que ça donne. Là, on est véritablement dans quelque chose d'extrêmement important, quoi. Enfin, je veux dire, moi, j'aime pas les films à message, mais là, il y a un message quelque part. Je veux dire, si ça passe, c'est important, quoi. Oui, en fait, moi, les décisions pour revenir au Sénégal, c'était mes décisions propres. C'était un retour volontaire. À un moment donné, je me suis dit, non, moi, je ne veux pas rester dans le Maghreb pour être passeur, pour être complice, pour faire espérer mes frères et sœurs, venez, il y a les moyens pour traverser, pour aller en Europe. Ils arrivent, je prends leurs argent, je partage avec un Libyen. Oui, parce qu'on peut monter dans la hiérarchie de l'exploitation. Et voilà. Et comme moi, j'ai toujours opposé à cette hiérarchie, que je trouve horrible, que je trouve qu'ils sont plus pires que des diables. Parce qu'il faut être un vrai diable pour exercer ces arts de soi-disant mon boulot, parce qu'eux le disaient comme ça, c'est mon job. Et moi, je ne vois pas aucun job. Si c'est ça la recherche, moi, je n'en voulais pas. Et lorsque j'ai pris mes décisions pour retourner au Sénégal, je n'ai jamais pensé qu'un jour, je mettrais mes pieds en France. C'était jamais dans mon projet. J'avais juste un petit accompagnement de l'OIM qui m'a coûté, qui m'ont donné $1 400. Et ces $1 400, moi, lorsque j'ai pris mes décisions pour retourner au Sénégal, je suis venu
à leur organisme, j'ai présenté mon projet. Je disais, écoutez, monsieur, je veux rentrer chez moi. Si vous voulez bien m'accompagner avec un projet que je pouvais redémarrer ma vie au pays. Et ils m'ont demandé, qu'est-ce que tu veux faire? Je disais, bah, moi, c'est un seul projet dans ma tête, c'est d'aller informer ma jeunesse, d'aller parler avec cette jeunesse-là, qui est mal informée, les choses qui se passent ici, l'esclavage moderne qui existe aujourd'hui, des gens qui sont fusillés, pas de loi, pas de sanction, pas de justice, des bateaux entiers dilués dans la Méditerranée. Le mec, il m'a regardé comme ça, il m'a dit, mais monsieur, vous dites n'importe quoi, c'est pas un projet, ça. Tu peux pas vivre avec. J'ai dit, oui, je sais bien que je peux pas vivre avec. J'ai dit, mais vous pensez aussi que les $1 400 là, je peux vivre avec aussi? Je peux pas. Il m'a dit, bah, tu réfléchis après. Tu reviens. Je suis parti 2 jours, je suis revenu, j'ai dit, OK, c'est un autre sujet. Comme je suis frigoriste de base, technicien de froid industriel et commercial, j'aimerais continuer mon métier frigoriste au Sénégal. Il m'a dit, c'est sûr, vous ne retournez pas en Gambie, tout ça, vous voulez aller au Sénégal? J'ai dit oui, je veux aller au Sénégal. Mon retour volontaire, cette fois-ci, ce n'est pas pour aller en Gambie, c'est pour aller chez moi. Pourquoi il disait en Gambie? Oui, parce qu'à un moment donné, on me connaît tous, ces gens-là. Ils savent que moi, je suis sénégalais, mais j'ai vécu toute ma vie en Gambie parce que la Casamance, c'est ça. Il y a des problèmes de guerre, machin truc. Nous, on s'est réfugiés en Gambie. C'est là où on s'est formé un métier en tant que frigoriste. Voilà. Donc, je parlais à cette époque, je parlais à peine français, quoi. Oui. Je parlais que l'anglais. Oui, quand on l'a rencontré, Oui. il parlait très mal français. D'accord. Et du coup, il m'a dit, OK, si vous êtes sûr pour le Sénégal, vous êtes la bienvenue, on vous accompagne. Et toujours, moi, cette idée de ce projet pour la jeunesse, il n'a jamais été abandonné dans ma tête. Même arrivé au Sénégal, j'ai fait tout, comme à donner mon propre chèque à moi. Et je me suis investi toujours dans ce projet. J'ai dit, bon, tiens, moi, mes premières briques, je les mets ici. Et ça serait symbolique pour moi de ne pas voir que cet argent que l'OIM m'a donné, je n'ai pas pris l'argent, soi-disant, mon projet en frigoriste pour que j'ai une bonne atelier. Ce n'est pas 1 400 € qui va me faire un atelier de frigoriste, quand même. L'OIM, c'est une ONG ou c'est l'Organisation internationale des migrants. Des migrants, d'accord. De l'immigration. Okay. Voilà. De la migration. L'immigration. C'est de l'ONU ou voilà, c'est une agence. Et cette agence-là, ce n'est pas les 1 400 € qui vont me donner un atelier, qui vont me donner des matériels pour bosser. Et du coup, moi, je suis conscient de ça. Je savais que si je gardais cet argent, je vais la bouffer. Mais comme c'est symbolique pour eux, ça devait représenter aussi quelque chose en moi. Et j'ai commencé à monter mes murs. Et je suis là-bas, j'ai commencé à faire des parpaings, j'ai commencé à monter le mur, il est arrivé jusqu'au linteau. Et après, via la fondation de la Ferté de Via France, on a présenté le dossier à cet organisme-là. Ils m'ont aidé à faire le toit. Et voilà, j'ai dit, bon, voilà, mon projet maintenant il commence à être réel. Déjà, j'ai monté les murs et j'ai monté le toit. Comme l'OIM, eux, ils avaient dit que ce n'était pas un bon projet et qu'eux-mêmes, ils font des carnavals dans des villages, soi-disant aux jeunes, écoutez, mais ce n'est pas leur boulot parce qu'ils n'ont rien vécu, ils sont dans des bureaux climatisés. Et nous qui avons vécu, on est mieux placés pour informer nos frères. Voilà ce qui vous attend. On ne vous impose pas de dire ne partez pas, mais il faut qu'on cherche un autre moyen de voyager dans de bonnes conditions. Mais ce n'est pas des voyages qu'on vous met dans des citernes de gasoil pour rentrer à Tripoli, ou on vous met dans une voiture de poubelle pour rentrer à Zabrata.
C'est pas du voyage, ça. Où on prend des herbes qu'on donne aux chameaux et tout ça, on vous attache dedans. C'est pas un voyage. Donc, je pense que nous, on est mieux placés pour informer cette jeunesse. C'est pour cela qu'on tient à ce projet-là. Je pense qu'il y a des questions. Oui. Oui. Les questions des auditeurs. Du côté du chat, il y a des commentaires et quelques questions. Tout le monde est visiblement extrêmement intéressé par le parcours de Yankoumba. Et du coup, alors il y a Rabat, qui est documentariste et réalisateur, qui travaille sur la Casamance, et notamment le peuple Diola avec sa culture, et qui pose la question suivante: est-ce que Yankoumba a fait son rite d'initiation? Et si oui, en quoi cela l'a aidé dans son périple? Est-ce que sa culture l'a aidé, en fait? Oui, ma culture, ça m'a aidé parce que moi, je suis Diola. Mais c'est vrai que je n'ai pas encore fait mon rite culturel d'abord. Normalement, ça devait être l'année dernière, mais vu avec la Covid et tout ça, ça a été pas. Mais c'est vrai que nous, en tant que Diola, il y a des choses qu'on n'a pas peur. Soi-disant, en 2 mots, on n'a pas peur de couteau, on n'a pas peur de Kalachnikov. Ça, on n'a pas peur de ça. Chez nous, on dit un vrai Diola. Si le jour qu'il a peur d'un couteau ou le jour qu'il a peur d'un fusil, ce jour-là, il ne devait plus vivre. Donc, ça, je n'avais pas peur de ça. J'avais peur pour mes frères, mes camarades de route, mais moi, je n'avais jamais eu peur de ça. Ouais. Tu disais Kalachnikov, c'est ça? Oui. Alors, d'autres questions ou commentaires. Déjà, bravo pour ce documentaire. C'est un excellent film, très dur, mais dont la réalisation montre dans cette grande problématique de l'immigration un portrait d'un homme profondément humain. Les images sont magnifiques et les œuvres picturales sont magnifiques. C'est Frédéric qui vous fait ce commentaire-là. Merci. Il y avait une question sur la situation actuelle de Yankoumba aussi, aujourd'hui. La situation actuelle aujourd'hui en France? En général, la question est ouverte. Peut-être aussi ta situation. Non, ta situation à toi. Oui, puis Ma situation à moi. peut-être l'état du projet aussi. L'état du projet aujourd'hui. Le projet aussi, oui. Là, j'ai mon projet. On a toute une équipe dans Paris en ce moment. Des adhérents, des étudiants, des collégiens, des profs qui ont trouvé ce projet magnifique, qui sont intégrés dans ce projet. Même hier, on était au lycée Rodin dans Paris, dans le 13e, pour montrer le film de Sousa de Sophie, avec mes œuvres aussi. Et voilà. Et on est arrivé en France et on a fait le nécessaire de valoriser nos acquis qu'on avait déjà au pays, qui ne sont pas reconnus par la France. Donc, on est obligé de faire tout un processus. Et là, on vient de finir les formations. On a intégré au sein de la SNCF. On a travaillé comme climaticien. On s'occupait de tout ce qui est chauffage dans des TGV ou tout ce qui est clim, tout ce qui est le bar TGV, tout ce qui est éclairage. Je l'ai fait pendant 6 mois. Mon contrat vient de finir le 31 décembre. Et là, je suis à la recherche de notre boulot. Mais avant ça, j'aimerais aussi d'aller voir la famille parce qu'avec le Covid, en ce moment, c'est un peu compliqué. Voilà. La famille est inquiète, tout le monde est inquiet parce que c'est une rôle de vie que nous tous, on est en train de franchir ensemble. Et voilà. Mais je complète juste ce que vient de dire Yankoumba, c'est qu'il est quand même exposé maintenant dans des centres d'art contemporain, dans des lieux importants, et que sa peinture commence à circuler. Et le projet Tilokoto en est où alors?
Oui, le projet Tilokoto, on en est là. Il y a des jeunes de chez moi, dans mon village, qui tient à ce projet. Qui, après mon départ, que je suis revenu en France l'année dernière, ils ont monté une association qui s'appelle aussi Tilokoto, qui font des bénévolats, qui aillent faire des immolages dans des villages, parler aussi avec des villages aux alentours de Goudomp, ma ville natale, de parler un peu de la situation des migrations. Et ils le font bénévolement, sans moi, mais ils ont su que c'était une bonne idée, parce que vu qu'on n'a pas aussi pas mal de personnes qui sont parties, mais comme parfois on a la peur, je pense que c'est la peur, ou on a la honte de dire les réalités de ce qui nous arrive aussi une fois qu'on est arrivé en Europe. Et vu que dans ce contexte-là, moi je tape fort sur ça. Je disais, écoutez, je suis à Paris, mais les conditions, c'est pas top comme vous le pensez, hein, parce qu'il faut se réveiller tous les jours à 5 heures du matin pour aller au boulot. C'est pas une vie. C'est pas une vie. Quelqu'un qui a vécu toute sa vie en Afrique, une fois tu arrives en Europe, tu te dis que il y a plus de vie, quoi, parce que tu vas au boulot comme tu veux, tu étais ton propre chef d'entreprise, mais là, ce n'est plus le cas. Et que moi, j'ai eu cette opportunité de venir avec une métier de base, mais il y a beaucoup de mes frères qui n'ont pas cette opportunité. Et derrière, ils sont là, il y a d'autres, ils ont 10 ans ici en France ou en Italie ou en Espagne, ils ne partent pas au pays. Même ceux qui arrivent à partir au pays, mais quel boulot qu'ils font en Europe qui va encourager encore de faire venir des jeunes de masse qui n'arrivent pas tous à 100%. Pour moi, ça n'a pas de sens d'encourager cette immigration clandestine. C'est pas la bonne solution. Moi, aujourd'hui, même chez moi, j'ai beaucoup entendu ça. Des gens disent, ne l'écoutez pas. On l'a donné beaucoup d'argent pour qu'il vous parle. J'ai entendu tout ça. J'ai dit, mais vous êtes malade. Qui m'a donné de l'argent? Vous pensez que si on m'a payé de l'argent pour faire ce film, je vais quitter la Tunisie pour venir rester chez moi et que je ne suis pas venu avec ceux qui m'ont payé de l'argent pour faire le film et je suis resté pendant des mois et des mois avant que vous voyez cette équipe qui arrive dans mon village, qui tourne. En fait, il y a des mensonges derrière toute cette émigration de masse. Parce que je pense que si les jeunes ils sont très bien informés par rapport à la situation d'ici ou la situation de l'autre côté de la Méditerranée, je pense que beaucoup de jeunes, ils emprunteront plus ce chemin-là. Mais moi, je voulais vous poser une question. Est-ce que au moment où vous avez choisi Yankuba comme, on va dire, protagoniste principal, vous avez saisi en lui cette résolution, ce qu'il était. C'était pour ça? Non, il n'était pas encore, quand on choisit de le prendre comme protagoniste du film, on ne sait pas encore s'il a envie de continuer le chemin ou s'il veut rentrer chez lui. C'est dans le processus du film que les choses, la réflexion s'est opérée, en fait. Mais pourquoi vous l'avez choisi alors? On l'a choisi par rapport à la profondeur de son témoignage et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que il disait ce que les autres ne disaient pas. C'est-à-dire que lui, il avait une colère qu'on ressentait très fort aussi vis-à-vis des passeurs, que ce soit des Sénégalais, des Maliens, des Guinéens, enfin de ses frères qui collaboraient avec ce vaste système de traite humaine, en fait. Et cette colère-là, elle était tellement palpable dans son témoignage que c'est vrai que ça nous a interrogés.
Et donc, c'est chemin faisant que vous avez découvert en lui, ou lui a changé, quoi. Il a décidé de... Oui, en fait, au début, on ne sait pas, lui-même ne savait pas. Hein. Au tout début, il avait projeté de partir par le Maroc, de repartir par le Maroc. Et finalement, petit à petit, il commence à parler avec ses camarades, à analyser la situation, à se retrouver aussi un peu, parce que quand on arrive, je pense, on a les tels chocs traumatiques que ça représente, et qui se retrouve là, enfermé dans une chambre, les yeux brûlés par le désert, par la mer, sans oser sortir finalement. Ce qu'il vous disait tout à l'heure, il était enfermé dans sa chambre depuis 3 mois quand on le rencontre. Hein. Et donc, la parole commence à se libérer, on commence à beaucoup parler. Je pense qu'il y a tout un processus qui se fait aussi, où peut-être ça s'ouvre un peu, et au bout de quelques mois, Yankuba décide seul de rentrer. Nous, jamais on se serait permis de lui dire quoi que ce soit. Et c'est lui qui décide, tout à coup, il nous dit, ben voilà, moi j'ai envie je rentre, mais avec un projet, c'est transmettre ce que j'ai vécu. C'est ça. C'est ça qui le pousse aussi à rentrer. Oui. Entre autres. Et puis, il y a sa maman qui était malade aussi, qui était très atteinte par toute cette histoire. Alors, moi, je me suis interrogé sur ce jeune que tu interrogeais, que tu questionnais, et qui fait du hip-hop. Didio. Oui. Et... Bon, alors, tu le fais beaucoup, hein, tu fais beaucoup ce genre de choses dans le film. Encore une fois, c'est un médiateur aussi, lui. Oui. C'est moins l'objet du... Je pense que c'est l'un des principes du film, de votre travail, que celui à travers lequel vous voyez, et qui nous remet dans la question de ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à ce regard de femme qui n'est pas un regard surplombant, et qui délèguent d'une certaine manière leur propre pouvoir aux personnages. Comme disait à la table ronde. Oui. Et alors, par rapport, parce que ce qu'il est question aussi de la tradition, tout à l'heure, tu en parlais, et ce garçon-là, il disait, il vociférait contre la tradition. Il dit, je suis contre... Est-ce que il faisait écho à ta propre colère, ou... Je veux dire... Oui, c'est bien de poser cette question, parce que ce monsieur que vous voyez là, il a perdu la tête. Il est malade psychologiquement. Lui, il était à Zerziz, et moi, j'étais à Mekdine. Mais à Zerziz, la Croissant-Rouge tunisienne, ils ont un appartement là-bas aussi pour des réfugiés. Et du coup, lorsque notre centre de Mekdine a été attaqué, voilà, moi qui sortais pas beaucoup de ma chambre, j'étais le cible de cette gang qui avait attaqué ce centre-là à Mekdine, là où on était. C'est parce que le jour qu'ils ont fait l'attaque dans ce camp, et moi j'avais un téléphone portable, après j'avais fait des vidéos, j'avais envoyé sur Facebook, j'ai donné des nouvelles à mes frères pour les alerter encore. Vous voyez ce qui se passe, on est là en Tunisie aujourd'hui, notre camp a été attaqué par des zones voyous, bombardé par des bouteilles d'essence allumées, de nous jeter dans l'immeuble, tous les vitres cassées. Et j'ai fait cette petite vidéo comme ça, et puis je l'ai balancée sur Facebook. Et ça fait remonter toute une bande qui était derrière ce mouvement-là. Et je sortais plus jamais de ma chambre. Et du coup, comme j'étais frigoriste, j'avais proposé au directeur du centre
si je pouvais avoir du boulot à Zarzis. Et il m'a dit oui, effectivement. Et j'arrive à Zarzis, je trouve ce monsieur qui parle toute seule dans sa chambre. Ah, déjà, à ce moment-là, il était malade. Il était déjà malade. Mhm. Et abandonné par le reste des camarades qui sont là avec lui. Et moi, j'arrive ici, je trouve ce monsieur dans un état pas possible. Et j'ai fait tout. À un moment donné, je préparais, on mangeait ensemble. Les gens, ils étaient étonnés. Parce que pour eux, c'était juste impossible, quoi. Pour parler avec Didio, c'était impossible pour les gens. Mais moi, je suis arrivé là-bas. J'ai fait mon maxi. Je partais dans sa chambre, on parlait bien, comme des êtres humains bien, qui sont bien, mais parfois, parfois c'est compliqué, mais parfois parfois il se souvient un peu, mais après c'est un peu difficile. Et ce monsieur, il était devenu l'un de mes meilleurs amis en Tunisie, en fait, après. Et il est kenyan, il vient de Kenya. Il a eu beaucoup de traumatismes aussi, parce qu'il était, comme il m'avait dit dans le film, il m'a dit, I against the tradition. Je suis contre les traditions. Ouais. Et cette tradition, et lui, ça lui a fait payer cher. Ouais. Et il n'est pas bien du tout. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin de soins. Et jusque-là, il est toujours en Tunisie. Voilà. Il est réfugié politique en Tunisie. Il attend que son 100 dinars par mois. Voilà. Il a que ça. Et c'est très triste pour lui. Là, on touche vraiment à ce traumatisme qui atteint toutes les personnes qui ont ces parcours, en fait, quoi. Je veux dire, c'est un parcours extrêmement traumatisant, en fait. Hein. Je veux dire, on voit ça aussi, toutes les personnes qui ont réussi à passer et qui arrivent, mais qui ont vécu tellement de choses dures qu'ils ont du mal à s'en remettre, quoi. Et ce traumatisme, il est pas pris en charge, quoi. Je veux dire, il n'y a pas une aide, un accompagnement, etc. C'est étonnant parce que maintenant que tu dis ça, la phrase de ta mère résonne dans ma tête autrement. Quand elle dit « ou je vais mourir ou je deviens folle ». Cette idée de la folie qui serait conséquente au voyage, enfin, on l'entend voilà, dans la bouche de cette femme sage, quoi, qui le sait presque déjà. Mais oui, justement, dans mon premier film, Mbuk Me, les femmes avec qui j'ai des entretiens disent que les parents qui ont payé, bien évidemment, le trajet à l'enfant qu'on choisit, qui va partir, quand on a vendu tous les bijoux, on a vendu les champs, on a vendu des animaux, on a vendu ce qu'on a pu, et que le fils est mort en mer et on sait même pas où il est, on peut même pas l'enterrer, on peut même pas faire le deuil. Mais beaucoup de parents sont devenus fous. Beaucoup de pères, de mères sont devenus fous. Donc la folie, elle est des deux côtés. Elle est du côté de ceux qui restent, qui attendent, qui savent pas, et ceux qui partent. Et de ceux qui subissent tous ces traumatismes sur la route, j'en estime. Oui. Alors, il y a une question concernant une des séquences du film où l'on voit des petits garçons dans l'atelier de peinture. Oui. Et donc, c'est Anoulaki 13 qui pose la question pourquoi on ne voit que des petits garçons, pourquoi il n'y a pas de filles, et pourquoi le passage à la séquence suivante, on voit justement une petite fille aider sa mère à laver des salades. Ah non, c'est là franchement, il y aurait pu avoir des petites filles qui, ça s'est passé vraiment comme ça. C'était les trois petits garçons qui étaient dans le jardin et la petite fille elle lave pas du tout les salades, elle trempe ses mains dans le dans la grande cuvette et avec sa grand-mère et donc Là, on est bien dans le réel.
Une autre question aussi très, très concrète. Est-ce que c'est le film qui vous a permis de venir en France? Ça, c'est une des questions d'un des internautes. On peut dire que le film, mais aussi ma peinture. Hein. Ouais, parce que j'ai eu mon passeport talent grâce à ma peinture. Ah oui, talent. Oui, ce passeport, ce type de passeport qu'on accorde Aux artistes. aux artistes. Oui, oui. Il l'a pas eu comme acteur du film, il l'a eu avec sa peinture. Mais oui, il était encore. Il y avait une dernière question qui a à voir avec l'idée, alors je vais la lire telle qu'elle. Est-ce difficile de revenir en ayant échoué dans cette quête de l'Europe? Mais je pense que il y a quelqu'un qui répond à un certain moment qui disait je ne peux pas rentrer maintenant après avoir dépensé autant d'argent. Oui, d'où? Oui. Je pense qu'il faut que mes frères et sœurs arrivent à prendre des bonnes décisions. Parce que partir comme héros et revenir à zéro, moi, aujourd'hui, je suis là en France. Je suis parti comme un héros parce que je gagnais bien ma vie, j'étais frigoriste, j'avais mon petite entreprise qui fonctionnait très bien en Gambie. Tout l'économie que j'avais fait pendant tout ce temps-là, mon voyage à Libye et la Tunisie, tout l'argent est fini. En temps réel, on voyage dans des bonnes conditions pour 500 € aller-retour de là à Dakar. Mais nous, on a fait plus de 7 000 et quelques euros qu'on n'a pas abouti à notre rêve et on a pris des décisions de retourner au pays. Et parfois, si on veut voir que parce qu'on a dépensé beaucoup d'argent, il faut forcer. Mais tu forces, tu perds du temps, le temps passe, le temps, il ne t'attend pas. Tomorrow is another day. Il ne faut pas qu'on continue à dire non. J'ai pas mal vu de frères africains qui disent je n'ose pas aller chez moi. Je dis mais pourquoi? Parce que la famille a tout fait pour moi pour que j'avance. Je dis oui, la famille a tout fait pour toi pour que tu avances, mais à un moment donné, si la famille n'a rien à te donner encore pour que tu avances, c'est pas la Tunisie qui va te donner de l'argent pour que tu avances. C'est pas en travaillant en Tunisie que tu vas avoir de l'argent pour que tu avances. Mais derrière ça, des gens parfois qui ne veulent pas retourner chez eux, la majorité parce qu'ils veulent s'implanter juste dans cette mafia-là, comme ils gagnent de l'argent facile, soi-disant je suis un passeur, je fais mon job. C'est ça leur rêve. Tous les passeurs, c'était des camarades comme nous avant, au début. Ils ont traversé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Ils ont fait la prison plusieurs fois, ça n'a pas marché. Ils n'ont pas eu le courage de retourner chez eux. Et derrière, qu'est-ce qu'ils devaient faire? C'est faire passeur que tu pouvais faire dans le Maghreb. Parce que moi, je ne vois pas là où tu pouvais gagner de l'argent au Maghreb. Même des Tunisiens, ils sont dans le Bosien. Ils sont même dans le Bosien que nous. Ils sont encore dans le sud de la Tunisie que moi j'ai connu. Ils sont très reculés par rapport au Sénégal ou par rapport à la Gambie que moi j'avais connu. Parce qu'à cette époque, même les bébés continuaient à circuler en pleine ville au centre de Mekdine ou de Zarzis, et que nous, les bébés, c'était abandonné depuis des décennies. Donc, il y a une pauvreté extrême là-bas. Donc, moi, je ne voyais pas mon avenir dans cette raison-là. Mon avenir, je préfère retourner chez moi avec zéro que de rester en Tunisie et espérant de racketter mes frères. Ça, non, moi, je ne supporte pas parce que je ne vois pas. Des frères que j'avais laissés en Tunisie, ils sont toujours là. Qui ne voulaient pas rentrer au pays, ils sont toujours en Tunisie. Parmi eux, peut-être 3 ou 4 personnes qui ont eu la chance, qui sont en Italie. Mais tout le reste, ils sont toujours en Tunisie.
que ce soit Tunis ou Zarzis, ils sont toujours là. Mais qu'est-ce qu'ils se font? Le retour impossible, c'est aussi parce que la famille s'endette pour que la personne puisse partir et que du coup, le retour devient très délicat, quoi, non? Parfois, moi, je pense que la famille n'a plus besoin de l'argent, ils ont besoin de voir la personne. Oui, Parce d'accord. que- Mais enfin, c'est une des raisons pour lesquelles c'est Parce difficile que de revenir, quoi. moi, je pense que je suis pas un héros. Je suis comme tous les autres frères, que ce soit sénégalais, bangladais, égyptiens ou éthiopiens qui ont pris les mêmes chemins que moi. Mais moi, c'était clair. C'était jamais été raquetté. C'est toujours dit, c'est pas de maman, c'est pas de famille, il n'y a personne. Faites tout ce que vous voulez faire. Mais j'ai pas de l'argent. J'ai pas de famille. J'ai même pas de numéro, j'ai même pas de téléphone. Parce que je savais que une fois que j'accepte d'appeler la famille, qui n'a pas déjà, ils vont forcément s'endetter pour qu'ils puissent m'envoyer de l'argent. Ça, moi, je l'ai déjà compris. Comme que moi, j'avais pris mes responsabilités de partir, de fuir la Gambie, je suis parti seul et je gère mes problèmes seul. Donc, si on n'est pas à la hauteur de gérer son propre problème seul, mais c'est pour mettre derrière du feu, franchement, moi, je ne suis pas d'accord de ce genre de voyage-là. Je ne suis pas la seule. Il y en a pas mal de personnes qui se sont débrouillées seules, qui ont pris leur volonté, leur décision de dire « j'ai pas de famille, j'ai rien ». Ils sont finis par les laisser. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour que... Moi, on m'a torturé de toutes sortes de tortures pour que je puisse donner de l'argent. Mais je ne l'ai pas. Je vais l'avoir où? Ce n'est pas mon argent que je compte aller payer une deuxième bateau ou une troisième bateau ou une quatrième bateau. C'est ça que je vais donner aux mafias. Non. Donc, moi, si j'ai un message à dire à mes frères et sœurs qui traînent encore au Maghreb, franchement, s'ils avaient de la paix, le calme, la transparence, s'ils sont mieux intégrés dans ce pays-là, ils sont la bienvenue. Mais s'ils étaient quelqu'un qui était mal vu dans cette société-là, comme moi, Yankouba, moi, je ne voyais pas mon avenir dans ce pays-là. Donc, c'est pour cela que j'ai pris, mais même si ça trouvait que ma famille a été endettée jusqu'au cou, moi, je retournerai chez moi. Sophie, un dernier mot? Moi, pour Oui. revenir aussi au débat, parce qu'on a commencé tout un débat tout à l'heure et aller un peu au-delà de cette question, non pas pour l'éviter, mais pour l'approfondir. On disait que là, nous assistons avec l'arrivée de femmes cinéastes, documentaristes, à une situation où le documentaire s'approche beaucoup de la fiction, la distinction classique, institutionnelle s'efface un tout petit peu, précisément parce que le regard de ces femmes est un regard contemporain des sujets qu'ils traitent. Et ce que j'ai remarqué, moi, dans le parcours exemplaire de Yankouba, justement, ce côté qui pourrait paraître un petit peu décoratif ou même un peu esthétisant, mais qui ne l'est que faussement esthétisant, c'est-à-dire la peinture, c'est quelque chose qui est structurant, qui est très, très, très important, et qui donne à l'art, à l'expression artistique, quelque chose de très social. Parce qu'on a l'impression que, à mon avis, moi je l'ai compris comme ça, en l'écoutant parler aussi, quand il fixe sur la toile des situations, y compris souvent des situations dramatiques, c'est une manière pour lui d'enraciner sur la toile une réalité. Et quand on le suit dans le film, après quand on
fois, quand il rentre chez lui, on le voit travailler la terre. On a l'impression qu'il y a une analogie entre cette volonté qu'il a de capter l'événement et qui passe aussi par cet événement essentiel, je crois, par rapport à cette femme qui s'appelle Rosemary, qui a disparu, Oui. et à qui ils ont dû créer un lieu, une tombe, quoi. Donc lui donner un lieu. Oui, dans ce Tout cela, cimetière des disparus. Oui. tout cela crée comme une, enfin, j'allais dire comme une esthétique, mais qui vient de la logique même, je veux dire, de cette volonté, en fait, de s'enraciner, qui n'arrête pas de répéter, reste là où tu es, pour, si tu peux, plutôt que d'aller dans la folie d'une errance sans but. Ça, on le voit à la fin. Alors, je voulais vous interroger tous les deux. Lorsque c'est toi, il y a comme une installation, je crois, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'installation et qui est presque une activation. C'est pas un tableau sur une toile, mais c'est un tableau sur terre et qui fait un parallèle avec le travail agricole lui-même, quoi. Oui, et puis l'enracinement. Avec l'enracinement, oui, tout à fait, parce qu'on le que voit répéter l'action, oui, comme si c'était un arbre ou une forêt oui, mais c'est quelque chose de très étonnant. C'est une journée où on s'est dit bon, on va aller. On savait pas du tout ce qu'on allait tourner. On est parti au fleuve, on était tous les deux, et là c'était. Moi j'étais en repère. Non, c'était après que l'équipe soit partie. Hein. Moi j'étais restée pour terminer aussi toutes les traductions parce que voilà, il fallait aussi qu'on travaille ça. Et c'était possible de le faire, les traductions, qu'avec Yankuba. Il y avait que lui qui comprenait, même son frère qui a une licence en anglais, comprenait rien du broken English, nigérian, gambien, tout ça. Il y avait que Yankuba qui était capable de nous déchiffrer tout ça. Donc on a fait un gros boulot. Et en même temps, moi je sais que j'avais envie d'une scène près du fleuve. Et on est parti un jour où il faisait une chaleur terrible. D'ailleurs, on a failli mourir de chaleur ce jour-là. Et c'est un travail qui s'est fait, on va dire spontanément. C'est-à-dire que voilà, j'ai défini un cadre. J'ai dit voilà, fais ce que tu veux. Tu as carte blanche pour faire ça, mais tu dépasses pas ça. Tu dépasses pas ça. Tu vas œuvrer à l'intérieur de ce cadre et tu t'occupes pas de moi. Et voilà, moi, je me suis placée et ça s'est fait comme ça, très spontanément. C'est né comme ça, cette œuvre-là, avec des racines de mangrove. Donc, parce qu'il y a quelque chose qui me frappe dans les peintures de Yankuba, c'est que très souvent, il y a des alignements. Des alignements de personnes comme ça sur des fonds colorés, et que moi j'y vois un petit peu le navire négrier aussi, c'est-à-dire que on a véritablement les gens les uns à côté des autres. Or les esclaves n'avaient pas de sépulture, on les enterrait mais il n'y avait pas de mémoire. Donc le cimetière des disparus, c'est une façon des inconnus. Des inconnus, oui, c'est une façon de donner une mémoire à ceux qui n'en ont plus, quoi. Ceux qui n'en auront pas. Et ça, d'ailleurs, il y avait un film aussi qui parlait de ça et qui était sur la question des objets retrouvés, ramassés, etc. Et qui étaient répertoriés, quoi, de manière à offrir une mémoire à des gens qui n'en auront pas, quoi. Mais je crois qu'il y a enfin, je sais pas, Yankuba. C'est juste pour rendre hommage à Shamseddine Marzoug, qui fait qui est un Tunisien de Zarziz, qui fait un travail extraordinaire. C'est lui qui ramasse les corps, les morceaux de corps, qui les enterre, qui leur donne une sépulture digne. Qui est un ami des camarades, qui va aussi secourir les vivants, pas que les morts, mais qui est une personne formidable qui nous a beaucoup aidé pour le film et qui a beaucoup soutenu Yankuba lors de son séjour en Tunisie. Ouais. En fait, c'était la seule personne en Tunisie à qui je pouvais communiquer. C'était la seule personne qui me rendait visite, pas plus, dans mon petit studio, qui me disait « Continue à peindre, mon fils ». Et c'est la personne qui m'a montré pour la première fois cette fameuse cimetière des inconnus.
Et parce que lui, il ne savait pas que moi, je venais de même bateau au début avec Rosemary. Et j'ai vu une plaque qui écrit Rosemary Nigeria. J'ai dit, mais vous connaissez celle-là? Il me dit, oui, c'est le bateau qui est arrivé tout récemment à Zarziz. Il y avait une fille nigérienne là-bas. J'ai dit, oui, cette fille, elle était avec nous. Et elle était assise à côté de moi. Il m'a dit, ah bon, tu le connais? J'ai dit, oui, oui. J'ai dit, il a ses parents qui sont au centre, qui ne savent même pas là où elle est enterrée. Il m'a dit, ah bon? J'ai dit, oui. J'ai dit, attends, ils appellent les frères de Rosemary. Je disais, bah tiens, j'ai vu la tombe de Rosemary. Et qu'ils étaient très heureux de voir Rosemary qui est bien enterrée. C'était pas comme la Libye. Voilà. Si le vautour peut se bénéficier des cadavres, il n'y a pas de souci. Mais là, au moins, avec Samsidine, c'est quelque chose de très fort, de symbolique, de s'occuper à des gens qui ne connaissent même pas leur identité, de les enterrer dignement dans une seule cimetière, que ce soit musulman, juif, catholique, chrétien, tous les religions en Afrique, on en a tellement. Mais c'est même pas si celui-là est musulman ou c'est le cimetière en fait des inconnus. Je pense qu'il existe qu'en Tunisie pour l'instant. Une cimetière qui réunit toutes ces religions, puis sont enterrés dignement. Et puis il faut aussi saluer cet acte de militant de Samsidine, mais aussi toute une communauté de Zarziz qui est aussi une population très très différente. C'est comme si Megdine et Zarziz ou Jarba, c'est pas les mêmes. C'est comme si Zarziz fait pas partie de la Tunisie. C'est juste incroyable. Ces peuples zarzisiens qui sont attachants. Voilà, c'est vrai que moi, j'ai pas beaucoup vécu à Zarziz, mais j'ai vécu quelques semaines. Mais j'ai vu une autre ère qui n'existe pas à Megdine ou à Zarba, qui sont à tout près. Tu vois. Et il faut être une ville engagée aussi pour pouvoir accumuler des corps qui finit sur des places tunisiennes, tout ça, sans leur identité, de les mettre tous ensemble. Et je trouve ça, c'est un acte de militant aussi de la part de cette commune de Zarziz. Ouais. On va peut-être s'arrêter là sur le cimetière des inconnus et nous enfoncer dans la nuit d'Apt ensuite, en silence. Merci en tout cas à tous les deux. Merci Tahar. Merci à tous ceux qui ont participé et qui sont restés jusque-là pour nous accompagner. Demain, il y a un gros programme. Donc, allez voir sur le site, la page Facebook, etc. Je ne vais pas en refaire le détail. Mais en tout cas, dès 10h du matin, à Kawati, de Karim Dridi. Ensuite, la table ronde à 14h, donc sur les questions de virtuel, de diffusion virtuelle des films, d'exploitation, de distribution, bien dans l'actualité du Covid aujourd'hui. Et puis ensuite, les courts-métrages, 4 courts-métrages magnifiques à vraiment découvrir. Et ensuite, débat sur Akawati et débat sur les courts-métrages à 10h du soir, comme chaque soir. Peut-être, avant de finir, je ne sais pas, tu as un appel à lancer par rapport à ton association? Oui, bien sûr. Toutes les bonnes volontés, ils sont la bienvenue. Hein.
Et nous, on n'arrête pas en ce moment avec toute une équipe de Paris Diderot, de Paris Diderot, l'université de Paris de Diderot. l'université de Paris Diderot. Mais tous les bonnes volontés du monde entier, ils sont la bienvenue. Il y a un site, il y a un numéro. Alors, on a une association qui s'appelle, c'est facile, Tilokoto. C'est ça. Voilà. Et sur Allo Asso, je crois qu'on va pouvoir adhérer et mettre en place voilà, les adhésions et les soutiens pour le centre de ressources de Goudomp très prochainement. Super. Encore bonne chance. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. À très vite et à très bientôt. Merci beaucoup.